Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode aujourd'hui un petit peu spécial puisque j'accueille Manon VDE que vous connaissez peut-être puisqu'elle est coach business et Instagram. J'avais à cœur de l'inviter sur le podcast car je suis très admirative de son évolution. Manon a débuté dans l'entrepreneuriat l'année dernière. Elle a commencé à générer du chiffre d'affaires en janvier 2021 de 5 000 € à plus de 26 000 € jusqu'à aujourd'hui et prévoit encore d'évoluer pour le reste de cette année. J'étais très curieuse de connaître son mindset par rapport à l'argent et de savoir comment elle l'avait utilisé pour développer son projet. J'ai été ravie de découvrir quelqu'un qui voit chaque challenge comme quelque chose de fun, comme une nouvelle découverte et qui aborde l'inconnu avec une grande décontraction. J'ai encore beaucoup appris dans cette discussion et je suis sûre que ça sera le cas pour chacune des personnes qui écoutera cet épisode. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Bonjour Manon. Hello. Tu vas bien ? Ça va super, très contente d'être là et toi ? Je suis très contente que tu aies répondu présente pour mon invitation. J'avais envie de t'inviter depuis quelques temps. Et c'est ce que je disais aussi la dernière fois à Mélanie de la Plume Rose. Tu fais partie des premières personnes que j'ai suivies quand je suis arrivée sur Instagram. Mais oui, c'est vrai. Et moi aussi, je me souviens, j'avais suivi ton compte, c'était au tout début. C'est vrai. C'est assez fou quand même quand tu vois qu'en quelques mois, l'évolution autant de ton côté que... Enfin, moi, je me dis, bon, on a fait un super chemin quoi, depuis ce temps-là, alors qu'en soi, c'était même pas il y a un an. Ah non, mais c'est un truc de fou. Et parfois, je me le dis, je me pose et je regarde un peu en arrière et je me dis, mais waouh, mais comment c'est possible ? En quelques mois, t'as comme tu dis, des évolutions de fou qui se passent. Enfin, c'est complètement dingue. Ouais. Ah mais carrément. Mais du coup, j'ai trop hâte d'en parler avec toi parce que je sais que t'as fait de très très belles choses et je suis très admirative pour ça. Donc justement, j'ai vraiment hâte d'en apprendre beaucoup sur toi, de voilà, ton état d'esprit, tout ça. Donc pour commencer, je te propose de te présenter, de dire voilà qui tu es, ce que tu fais dans la vie et puis voilà, nous dire ce que tu aimes. Ok, moi c'est Manon, donc du compte Manon VDE Coaching sur Instagram, vu qu'on va principalement me retrouver uniquement sur Instagram. Enfin non, je suis présente sur les autres réseaux sociaux, mais pas du tout active. Ouais. Mais sur Instagram, oui, vu que je suis coach Instagram, alors coach business / Instagram, vu que j'aborde un peu les deux pôles dans mes coachings, etc. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs qui vendent du service ou des produits, peu importe, à justement développer leur business via Instagram, vu que pour moi c'est un outil qui est tellement puissant, qui est tellement juste incroyable quand on sait bien s'en servir, quand on a les bonnes stratégies en place. Ça peut vraiment être vecteur de clientèle et de boost au niveau du business et mon but c'est ça, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à avancer, à voler de leurs propres ailes sur Instagram et à tout déchirer, en gros. Ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est vrai que Instagram, je pense que les personnes qui nous écoutent viennent en grande partie d'Instagram aussi, donc on connaît la puissance de ce que ça peut faire. Ouais. Alors du coup, pour commencer sur ton histoire avec l'argent, j'aurais aimé savoir quels étaient tes premiers souvenirs avec l'argent, enfin les premiers moments où tu as su que l'argent c'était quelque chose soit d'important ou où tu as commencé à comprendre ce qu'était l'argent. Alors moi, mon premier vraiment j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit: «OK, c'est quoi mon tout premier souvenir avec l'argent ?» Et je suis retombée, genre quand j'étais toute petite, je me souviens, c'était, souvent en fête de famille et tout ça, où mes grands-parents venaient avec près de mon frère et moi et ils nous glissaient des petits billets comme ça dans nos poches en mode, tu dis rien à tes parents, tu dis rien à ta maman, mais ils nous mettaient voilà des petits billets de 5 €, 10 € dans nos poches et je me souviens qu'à cette époque, moi j'avais l'impression
l'impression qu'ils me donnaient un trésor, tu vois. J'étais Ah là en mode, ouais. waouh, enfin, j'ai des sous, il faut pas que je le dise aux parents parce que c'est trop bien. Alors que je sais que mes parents étaient au courant. Je sais qu'eux, ils s'en fichaient, ils trouvaient ça drôle et tout ça. Mais c'était vraiment ce petit jeu, en fait, avec mes grands-parents. Chaque fois qu'ils nous voyaient, hop, ils nous glissaient un petit billet. Et mon frère et moi, on était, ouais, c'est comme si on avait un trésor en notre possession, on allait le mettre dans notre petite tirelire après dans notre chambre. Et ça, je pense, c'est mon tout premier souvenir avec l'argent. Et du coup, quelque part, je me rendais compte que c'était pas n'importe quoi entre guillemets et que c'était important parce que il fallait pas le dire aux parents parce que Ouais. on nous le donnait un peu en mode comme si on dealait, tu vois. Ouais, Mes ouais, ça fait un grands-parents, peu trafic. Tiens, je te le place sous le... c'est ça. Parfois, ils nous le glissaient sous l'assiette au repas. Enfin, tu vois, c'était drôle. En fait, ouais, c'était un peu comme un jeu. Et ça, je pense, ouais, c'est mes tout premiers souvenirs avec l'argent. Bah, souvenir assez positif, du coup. Ouais, 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 c'est vrai que c'est positif, mais de manière générale, enfin, on le verra ici dans l'épisode, mais j'ai une vision de l'argent très positive. Ouais. Voilà, de manière générale, c'est comme ça, même si ça n'a pas toujours été le cas au sein de mon éducation, mais ça, je suppose qu'on en parlera après. Mais c'est vrai que ce premier souvenir, il est positif, en effet. Ouais. Et alors, du coup, quand tu avais cet argent de poche-là, toi, comment tu... Enfin, bon, je vais te dire gérer, même si quand on est enfant, on se dit pas je gère mon argent, mais comment tu... Qu'est-ce que tu faisais? Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais petite, on me disait, mais toi, l'argent, ça te brûle les doigts, dès que tu l'as, faut que tu le dépenses, que j'ai 5 euros ou 20 euros en poche, tu vois. Et toi, du coup, quand tu avais cet argent-là, est-ce que tu te disais, oui, bah, je vais le garder un peu en mode un petit peu fourmi ou c'est parti, je vais m'acheter des bonbons, quoi. Ben, en fait, ça a vraiment évolué au fur et à mesure. Quand j'étais petite et que mes grands-parents me donnaient cet argent, ce que je faisais, c'est que j'allais vraiment le mettre dans ma tirelire, Mm. vu que à l'époque, voilà, à part aller acheter des bonbons, peut-être après l'école, j'avais pas trop besoin d'argent à ce moment-là. J'étais vraiment toute petite, donc c'était plus un plaisir de mettre, de voir ma tirelire se remplir petit à petit, et à la fin de me dire, oh, je vais pouvoir casser le cochon. C'était plus ça, Ouais. en fait. Je pense limite qui me donnait envie, c'était, je vais remplir ma tirelire pour après pouvoir donner un bon coup de marteau dans ce pauvre petit cochon. Mais par contre, après, quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à mes 11, 12 ans, quand j'ai commencé à aller dans les magasins avec ma maman pour aller acheter des vêtements, etc. Ben là, par contre, quand je commençais à recevoir de l'argent aux fêtes de famille ou même de l'argent de poche de manière générale, c'est vrai que j'avais plus tendance à avoir un peu, comme tu dis, l'argent qui me brûlait les mains et je voulais Ouais. aller chercher les vêtements avec mes copines, aller faire du shopping et tout ça. Et, euh, et ouais, à la fin, j'étais plus trop en mode petit cochon tirelire, mais plutôt dès que j'ai de l'argent, il faut que j'aille le dépenser. Ouais, parce qu'après, tu te rends compte que tu peux t'acheter plein de choses, qu'il y a plein de choses qui sont accessibles en soi et que du coup, bah, t'as envie de, ouais, de te faire plaisir, Ouais, quoi. c'est ça, puis les copines, enfin, il n'y a rien à faire, mais quand tu sortais avec tes copines ou quoi, faire un tour au centre commercial et que tu voyais toutes tes copines s'acheter plein de trucs, Mm. bah, ça te donnait envie de faire pareil, quoi. Donc, t'étais là, bon, ok, allez, je vais aussi aller m'acheter des vêtements et tout ça. Même si c'était pas très très bien vu de la part de mes parents, ils me disaient plutôt, ben non, garde-toi tes sous pour t'acheter des plus grosses choses, des choses un peu plus sympas, plutôt que juste des vêtements que tu vas mettre 3 fois et puis tu vas passer à autre chose. Mais ouais, voilà, c'est clair que à cette époque-là, je faisais moins attention à ma consommation d'argent. Ouais, bon, après, voilà, c'est quand on est, dans tous les cas, quand on est jeune, on gère un petit peu, je dirais encore plus à l'émotionnel que quand on est adulte. Enfin, parce que moi, Ouais. c'est l'impression que j'en ai. Ouais, ouais, bah, je pense aussi, hein, je pense qu'on est plus dans le direct, le spontané, le tiens, ben, j'ai envie de ça, alors je vais me le prendre si j'ai les sous, surtout que c'était de l'argent de poche, donc c'est pas de l'argent que je gagnais encore en travaillant, en faisant des petits jobs d'étudiant ou quoi, c'était vraiment de l'argent qu'on me donnait, donc c'était comme des cadeaux quelque part, et Ouais. donc ben là je les dépensais plus facilement. Tandis que quand j'ai commencé à faire des petits jobs, du babysitting ou quoi, là déjà j'étais dans une autre dynamique, je faisais un peu plus attention à comment j'allais le dépenser, parce que je l'avais gagné, je Ouais. l'avais travaillé pour le gagner. Ouais. Parce que du coup, à partir de quand tu m'as dit que tu as commencé à faire des babysitting, à commencer à bosser? Je dirais vers mes 15 ans. J'ai commencé à Ok. faire des listings vers mes 15-16 ans, ouais. D'accord. Et tu t'es dit, je veux commencer à travailler pour me faire mon argent, ou est-ce que c'est peut-être ta famille qui t'a poussé? C'était quoi l'objectif derrière?
Alors en fait, ce qui se passait, c'est que mes parents, ils ont toujours voulu que je fasse un job d'étudiant pour que je me Ouais. rende très vite compte de tout ça, de tout ce monde-là. Sauf que moi, j'ai jamais voulu. Je disais non. Ils me disaient toujours, mais si, va, là, on a un petit carrefour au bas de la rue, va demander si tu peux pas aller travailler les week-ends ou quoi. Et j'ai toujours refusé ça. Pourquoi? Parce que ça ne me plaisait pas. Enfin, je voulais pas travailler pour quelque chose que je n'aimais pas faire, en fait. Ah, ouais. Même si ça générait de l'argent, je voulais pas. Du coup, j'ai toujours dit non, non, non. Et puis, un jour, on a des amis à mes parents qui ont dit, ah ben tiens, on a deux petits, on aurait besoin d'une babysitter, est-ce que Manon serait disponible? Et là, par contre, je me suis dit, ben, j'aime bien les enfants, je faisais les scouts et tout ça, donc j'avais l'habitude d'être avec des plus petits que moi. Et je me suis dit, ben, ça, par contre, ça peut être sympa parce que c'est quelque chose que je vais aimer faire et en plus, ça va me rapporter de l'argent. Mais donc, quelque part, j'avais déjà un peu, quand on y réfléchit, ce mindset entrepreneurial de se dire, bah, je vais travailler pour faire ce que j'aime et Mm. pas forcément travailler dans un job que je n'aime pas, même si ça va me faire gagner de l'argent. Mais donc, ouais, ça, c'est comme ça que j'ai commencé à gagner mes propres sous. Ok. C'est avec le babysitting, ouais, parce que j'aimais bien ça. Donc, je me disais, ok. Ouais, mais non, mais je trouve ça top quand même de se dire dès le jeune âge, de dire non, bah, je veux quand même, je vais pas me mettre sur le premier job qu'on me propose et qui me plaira pas, mais je vais peut-être prendre mon temps et puis s'il y a une opportunité qui me plaît plus, qui s'offre à moi, ben là, je me lancerai. D'avoir quand même ce côté, je sais pas si on peut dire indépendant, mais de se dire non, je fais déjà mes propres choix à Ouais, cet c'est ça. âge-là. C'est ça. Surtout que j'étais fortement poussée par mes parents qui me mettaient la pression de me dire, mais allez, mais trouve-toi un job pour les vacances et tout. Et il n'y a rien à faire. Enfin, si le job ne me plaisait pas, c'était un non catégorique de ma part, quoi. Ah ouais. Au grand désespoir de mes parents, mais j'étais non, non. OK. Et parce que du coup, j'ai l'impression que tes parents, tu m'as dit que eux commençaient à te dire dès ton plus jeune âge: «Oui, il faudrait que tu gardes un peu ton argent pour des choses qui te plaisent plus». Après, ils essayaient de te dire, voilà, de trouver un petit boulot. J'ai l'impression que tes parents, voilà, ils avaient, cette envie que, voilà, que tu te fasses ton argent, que tu aies Ouais. des bonnes habitudes. Comment t'as enfin, qu'est-ce que tu as appris d'eux et comment tu as vécu, ce qu'ils t'enseignaient? En fait, il faut savoir que mes deux parents sont entrepreneurs et ils sont entrepreneurs dans le domaine artistique. Donc, OK. mon papa, il est photographe et ma maman, elle est graphiste. Et déjà, quand on est entrepreneur, surtout à cette époque, je veux dire, où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas moyen de se faire connaître aussi facilement, entre guillemets, que maintenant, c'était vraiment le bouche à oreille. Mais à cette époque-là, vivre d'un métier artistique, c'était pas hyper facile tous les jours, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que mes parents faisaient attention à leurs dépenses, faisaient attention à leurs finances de manière générale. Et j'ai toujours ressenti l'argent, en tout cas à mon adolescence, enfance, adolescence, j'ai toujours ressenti l'argent comme étant une ressource quelque part de limitée, tu vois. C'est quelque chose qui ne se gagne pas forcément facilement. Euh, d'ailleurs, ma maman me disait souvent, oui, mais Manon, dépense pas tous tes sous parce que l'argent, ben, ça tombe pas du ciel ou l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Enfin, vraiment, les expressions que je pense on a au moins tous entendu une fois dans notre vie, Ouais. ou pas d'ailleurs. Ça se trouve, il y a des gens qui ont toujours une vision de l'argent très abondante, etc. Mais en tout cas, moi, j'avais mes parents qui me disaient de quand même faire attention. Pourquoi? Parce que je pense que dans leur métier, bah, c'était pas tous les jours facile. Il y a des périodes où ça allait très bien et des périodes où c'était beaucoup plus compliqué. Et indirectement, je pense qu'ils voulaient nous transmettre ça à mon frère et moi pour que on fasse attention à nos dépenses, qu'on ne commence pas à claquer notre argent dans tout et n'importe quoi. Surtout que comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est adolescent, on a un peu ce côté très spontané, très sauvage même Ouais. d'aller dépenser nos sous un peu dans tout et n'importe quoi. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il nous disait de faire quand même attention. Et je me suis rendu compte que ça me donnait en fait envie de faire l'inverse. Je me dis, ah, mais ils n'arrêtent pas de me dire que je dois faire attention à mes sous. Du coup, j'avais encore plus envie de les dépenser Ouais. Ouais. dans des vêtements, dans des bonbons, dans aller au cinéma et tout ça. Alors qu'il me disait de faire le contraire au final. Ouais. Et est-ce que tu penses que du coup, quand tu as commencé vraiment à gagner de l'argent, du coup, tu as appliqué ce que tes parents te disaient ou tu as gardé cette même dynamique? Mais je pense que oui, enfin déjà, comme je te disais, je me rendais compte que l'argent que je gagnais, je travaillais pour le gagner. Et donc, ben,
j'ai commencé à faire plus gaffe, à me dire: «OK, ben, je vais peut-être écouter, ce que mes parents me disent et à gérer un peu plus mes sous, à me faire plaisir, continuer à me faire plaisir, ça oui, mais à mettre un petit peu de côté, peut-être chaque mois, 5-10 €, même si c'était pas grand-chose, tu vois? Mais c'était toujours ça de prix au final et ouais, à mon avis, ça a pas mal, joué sur ma gestion de l'argent à ce moment-là aussi, je pense. Ok, d'accord. Parce que du coup, tu as pris quel choix professionnel au début de ta vie active? Au début de ma vie active, je suis sortie des études et je me suis dit, bah, écoute, je vais prendre un job en tant que salarié parce que ben, on nous dit qu'il faut faire ça à la fin des études. On nous dit, ah, il faut avoir un CDI pour réussir sa vie. Donc je dis, bon, Ouais, je vais quand même tester le salariat, je vais quand même tester ce que c'est de travailler dans une boîte, même si je t'avoue que depuis toujours, moi, j'ai ressenti que je voulais vraiment entreprendre et faire quelque chose qui me plaisait. Bah, d'ailleurs, ouais. ça se voit avec mes jobs étudiants. Je me disais, mais non, j'ai pas envie de travailler pour quelque chose que je n'aime pas. Pour moi, ça ne faisait pas sens. Ben, du coup, j'avais toujours ça en tête et je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais entreprendre. Mais je me suis dit, à la sortie de mes études, je vais quand même voir comment ça se passe dans le salariat. Je vais quand même voir, bah, tiens, si ça peut pas être sympa. Surtout que j'ai eu mon premier job, en fait, au moment où j'ai eu mon premier appartement, où je quittais chez mes parents. Ok, Donc, c'était à quel âge? c'était à mes 22 ans. Ok, 22. Donc, je me suis dit à ce moment-là, je vais quand même aller vers un travail de salariat pour avoir un salaire qui vient chaque mois et je vais peut-être pas me lancer directement dans l'entrepreneuriat vu que j'avais cette pression du loyer. Je savais pas du tout comment ça se passait dans le monde des entrepreneurs aujourd'hui. Moi, j'avais toujours pris exemple sur mes parents et voir que ben, parfois ça allait moins bien. Donc, je me suis dit, ok, je vais quand même prendre un job dans le salariat et j'ai fait 1 an et demi en fait dans ce salariat ok. dans ce poste et puis je me suis dit non en fait ça ne me plaît pas du tout. J'avais raison, je veux pas faire ça et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que tu étais dans quel domaine du coup au tout départ? Donc moi j'ai fait des études en tourisme, mais le premier job que j'ai eu c'était chargée de communication, des relations presse et community manager pour un office du tourisme, Ok, mais j'étais plus du coup dans tout ce qui était communication. ouais, ok. Bon, finalement, c'est quand même Enfin, je veux dire, c'est pas des domaines complètement opposés parce que tu es quand même sur Instagram, c'est Mhm. toujours de la communication. Mais en fait, c'était le concept du salariat qui te convenait pas ou c'était que tu Ouais, c'est travaillais ça. pour quelqu'un d'autre? C'est quoi qui t'a bloqué? C'était un peu tout ça. En fait, c'était le fait de me dire que déjà, j'allais travailler pour quelqu'un d'autre et pas pour moi. Ouais, Et je pense que mon côté, mon côté capricorne ambitieux, oui, moi je suis très signe astrologique, oui, mais je mon vois. côté capricorne carriériste ambitieux n'aimait pas trop ça. Surtout qu'il y a autre chose aussi, je me souviens qui m'avait interpellée quand j'ai été signer mon contrat. C'est qu'ils m'ont dit, ben voilà, enfin voilà ton contrat, tu vas gagner autant par mois. Par contre, il n'y a pas de possibilité d'augmenter Ah le oui. salaire. Il n'y aura jamais de, comment est-ce qu'on dit, de, D'augmentation? Enfin, d'augmentation. Voilà, il n'y aura pas d'augmentation. Et là, pareil, mon côté Capricorne en a pris un coup et je me suis dit, non mais ça c'est juste pas possible en fait. Ça Ah c'est pas ouais. possible. Moi je veux pas travailler, même si le job était hyper sûr, t'avais plein d'avantages, t'avais un beau salaire, l'air de rien, t'avais des chèques repas et tout ça. Enfin franchement on était bien. Mais je me suis dit, je peux pas travailler dans un job où déjà je travaille pour quelqu'un d'autre et pas pour moi, où quelque part je me sentais aussi bridée dans ce que je voulais faire. On avait sans cesse quelqu'un au-dessus de nous qui nous dit, ben non, fais plus comme ça, fais plus comme ça. Et au final, j'avais pas l'impression de pouvoir mettre en place tout le potentiel que j'avais. Et puis, il y avait cette question du salaire qui n'allait jamais augmenter, qui me frustrait énormément, quoi. Donc là, je me suis dit, écoute, tant pis, moi je me barre, je Ouais. suis jeune, je préfère entreprendre maintenant et me donner une chance toute seule plutôt que d'attendre qu'on me donne ma chance et peut-être attendre indéfiniment au final, quoi. Ouais, mais je te comprends tellement parce que moi je me souviens que quand je me demandais qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, non, c'est normal en fait, on regarde les salaires, enfin les types de salaires qu'on peut avoir pour quel type de métier. Et en Ouais, fait, moi ça m'a toujours angoissée de me dire que j'arrivais dans un métier, que j'allais avoir telle paye et que ça allait peut-être évoluer un peu, mais qu'en soi, tu vois, il y a énormément de carrières où dans un type de métier, le salaire n'évolue pas en fait. Il mais évolue oui, peut-être d'une centaine d'euros, peut-être, j'en sais rien, tous les 5 ans mhm. pour l'ancienneté, tu vois. Mais de se dire que tu vas pas avoir d'évolution possible, que tu restes et en fait que tu vas rester pareil toute ta vie, ça m'a toujours angoissée. Je me suis dit, mais ça sert à quoi du coup de, tu sais, je sais pas, de Mais se c'est mettre dedans, de exactement ça. continuer de se donner, tu vois.
Mais c'est ça, c'est pas motivant du tout en fait. C'est justement, mais d'ailleurs moi j'ai vu pendant cette année et demie où j'ai été salariée, je te jure, j'ai vu ma productivité mais chuter vraiment. Ouais. Je faisais plus rien, j'avais plus envie de rien faire. J'allais au boulot avec des pieds de plomb. Enfin, alors que l'ambiance était super sympa en soi, le poste était intéressant, etc. Mais c'est juste que il n'y avait pas ce côté, je sais pas, il n'y avait pas la motivation, il n'y avait pas le boost, il n'y avait pas de but en fait quelque part. C'était juste aller au bureau tous les jours, faire la même chose, repartir, revenir, enfin vraiment Ouais. boulot, métro, dodo. Et, euh, et ça te tue quoi, à petit feu, mais ça te tue, je trouve. En tout cas, c'est mon ressenti. Ouais, mais je pense surtout pour des personnes comme nous, pour lesquelles l'évolution c'est important. Enfin, du coup, en Mhm. discutant avec toi, j'ai l'impression que l'évolution pour toi c'est hyper important. Ouais. Pour des personnes comme nous, de se dire qu'on reste au même stade, en fait, c'est limite, t'as l'impression de, tu sais, je sais pas, de mourir, quoi. Tu te dis, Mais si oui, j'évolue pas, ça c'est un peu une croyance des personnes comme nous, si je n'évolue pas, je meurs. Voilà, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Et moi, c'est pas possible. c'est ça, non, non, c'est pas possible. Ou alors, tu sais, il nous faut des challenges, des choses, des défis. Ouais. Ah, moi j'adore. Oh, qu'est-ce que j'aime me challenger, mais ouais, c'est vraiment ça en fait. Et à partir du moment où tu restes sur quelque chose de très plat, très routinier, très ouais, tu recommences la même journée indéfiniment presque, mais enfin moi en tout cas c'est pour devenir folle quoi, c'est pour me rendre folle. Donc non, c'était juste pas possible. C'était pas possible. Ouais, je te comprends tellement. Alors, du coup, après, quand tu as décidé d'arrêter ça, t'as pris quel choix en fait? C'était quoi qui s'offrait à toi? Alors, ben, je savais en fait que je voulais quitter le salariat définitivement, donc dans ma tête, voilà, j'étais sûre et certaine que j'allais entreprendre. Je savais pas encore comment et je savais pas non plus exactement vers quoi parce que ben, il y a tout le côté réseaux sociaux que j'adorais, mais il y a aussi à l'époque le côté vidéo que j'aimais énormément. Je faisais beaucoup de vidéos déjà pour mon ancien job et donc je me suis dit ok, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et on verra dans quelle activité. Au final, je me suis lancée dans les deux. Puis, même au final, après, j'ai délaissé la vidéo pour la partie réseaux sociaux, enfin pour la partie Instagram, Ouais. parce que ça a pris vraiment une ampleur dont je ne soupçonnais pas, enfin je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, mais le fait est qu'aujourd'hui je ne fais plus que du coaching Instagram. Mais donc voilà, je savais que je voulais entreprendre, je savais pas encore comment, mais je savais juste que je voulais entreprendre et que je ne voulais plus être salariée. Donc j'ai quitté mon boulot. J'avais la chance en fait d'avoir un CDD qui était renouvelable chaque année. Et du coup, ben, j'ai dit à la fin de l'année à ma directrice que je ne souhaitais pas renouveler mon contrat. Elle m'a dit OK, parfait, bye bye. Je dis bye bye. À bientôt. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que comme j'avais travaillé, etc., j'avais droit au chômage. Donc je me dis, dans tous les cas, j'ai le temps de réfléchir à un plan d'action pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai quand même le chômage qui sera là voilà, pour payer mon loyer, mes courses, ma nourriture, etc., le temps que je mette en place mon plan d'action. Ouais. Tu savais Et, combien de temps t'avais de chômage? j'avais, en tout cas, pour un revenu qui était non dégressif, donc pour le même revenu chaque mois, j'avais 1 an. D'accord, ok. Voilà, donc j'étais large, mais je comptais pas attendre les 1 an pour me lancer dans l'entrepreneuriat, ça c'était sûr et certain. Je me disais, ben, mois de janvier, il faut que je sache comment je vais faire. Il faut que je sache ce que je vais faire pour entreprendre. Et ça a été le cas vu que en Belgique, maintenant en France aussi, je pense, il y a les couveuses d'entreprise Ouais. qui permettent en fait d'accompagner les personnes au chômage qui souhaitent entreprendre. Donc c'est parfait, j'étais dans les critères. T'étais dans Et le client idéal du... voilà, du... j'étais dans leur client idéal, tout à fait. Et du coup, bah, j'ai fait ça. Et donc, la couveuse, ils accompagnent les entrepreneurs, enfin les porteurs de projets qu'ils appellent, vu qu'on n'est pas encore entrepreneur. On amène notre projet et on dit, mais voilà, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Ils évaluent, ils nous aident à faire notre étude de marché. Et puis, à partir d'une date, quand on est prêt à se lancer officiellement, euh, on rentre en couveuse. Donc, on rentre en couveuse, on fait un test grandeur nature, en fait, de notre activité. Sauf que tout ce qu'on va gagner pendant ce test grandeur nature, on ne va pas y toucher. Ça va être sur un espèce de compte épargne qui nous attend pour la fin de notre période en couveuse. Mais Ok. par contre, on continue à recevoir notre chômage qui est gelé. Donc, il n'est pas dégressif, il est gelé pendant toute la période couveuse. Donc, pareil, en fait, ça, c'était super parce que j'ai pu développer mon activité,
sans me soucier, tu sais, du petit stress quand tu débutes dans l'entrepreneuriat de, ben tiens, est-ce que je vais faire assez de chiffres pour pouvoir payer mon loyer? Parce que là, j'ai plus de bagages, j'ai plus de, Ouais, j'ai pas de parachute ni rien, je me lance, quoi. Donc là, j'avais pas ce stress-là. Je pouvais vraiment me concentrer sur le développement et j'avais mon chômage qui rentrait tous les mois. Donc pour moi, la couveuse, à ce niveau-là, ça a été juste parfait pour ouais. me lancer. Tu m'étonnes. Parce que du coup, ça, c'était pour se situer, c'était quand que tu es rentrée en couveuse? Je suis rentrée en couveuse le 1er octobre 2020, donc ça fait 9 mois. Ok, 9 mois. d'accord. Voilà. Et je vais quitter. Normalement, je devais rester 1 an dans cette couveuse, donc jusqu'au 1er octobre 2021. Sauf que, ben, comme je disais tout à l'heure, le coaching Instagram a pris vraiment une grande ampleur. Et je vais quitter plus tôt la couveuse, donc je vais le quitter ici au 1er juillet 2021, parce que mes chiffres sont bons tout simplement et que je peux me permettre de la quitter plus tôt que prévu. Donc ça, c'est une bonne Ouais. nouvelle. De voler de tes propres ailes. Voilà, enfin, officiellement sur le papier, je serai une indépendante pour de vrai. Ouais, mais c'est génial. Donc en fait, financièrement, tu t'es dit, bon, bah, du coup, j'ai le chômage. Mhm. Alors par contre, tu as parlé de chômage dégressif, ça, je suis pas sûre, alors à moins que je sois pas au courant, qu'en France, ça soit le même cas, ça fonctionne comment? Donc en fait, ici, donc pendant 1 an, j'allais avoir mon chômage, mon chômage avec un montant exact à chaque fois, chaque mois. Sauf qu'après 1 an, si j'ai toujours pas trouvé de boulot, le chômage devient dégressif, donc on a des paliers. Donc après 3 mois, j'allais recevoir un petit peu moins, puis après 3 mois, encore un petit peu moins, etc. Donc en fait, ça nous pousse à D'accord. trouver du boulot. Il y a des années Ouais, maintenant, tu as eu 1 an pour chercher à fond, et hop, après, il diminue le montant à chaque fois un petit peu plus, un oui. petit peu. Ça te motive à, voilà, à chercher et que dans tous les cas, tu Ouais. sais qu'au bout d'un moment, il y aura plus rien, quoi. Oui, alors plus rien, non, je pense qu'il y a quand même un montant minimum, mais je Ouais, saurais plus te dire c'est lequel. Mais tu as un montant minimum. Enfin, à un moment, si tu trouves vraiment pas de boulot pour X ou Y raison, ils peuvent pas non plus te mettre à la rue, quoi. d'accord, Ils- oui. Non, non, tu gardes toujours le chômage, mais tu auras vraiment un montant minimum. D'accord, ok. Ok. Donc du coup, tu t'es dit que tu avais le chômage, que tu allais rentrer dans cette couveuse d'entreprise. Donc en fait, Mhm. en termes financiers, tu t'es dit, bon, c'est bon, entre guillemets, j'ai pas trop de soucis à me faire. Je sais que je suis... Oui, Enfin, là, on voilà. va s'occuper de moi, quoi, financièrement. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en plus, ce qui est chouette aussi dans la couveuse, c'est que, enfin, chouette ou pas, ça dépend pour la suite, mais on a un comptable qui s'occupe de toute notre comptabilité pour nos premiers mois, enfin, nos mois en couveuse. Donc, ça aussi, j'avais pas tout ce côté à devoir à gérer toutes les factures, les frais, les chics, les checks, enfin la comptabilité de Hmm, manière générale. Et donc j'étais vraiment focus uniquement sur le développement de mon activité. Et je pense que ça a énormément joué, sans mentir. Je pense que ça m'a vraiment permis de grandir facilement et plus rapidement peut-être que si j'avais pas eu la couveuse pour m'épauler quelque part. ouais. Mais oui, ça a eu l'air de t'aider beaucoup. Ça, c'est quelque chose que tu as... qui était payant. C'était un service qui était payant, cette couveuse. Ça a fonctionné comment? Non, pas du tout. En fait, il faut juste être au chômage et avoir un projet d'entrepreneuriat que tu vas présenter devant un jury pour que eux jugent si oui ou non ce projet est sérieux ou pas. Parce que parfois, tu as des personnes qui vont essayer, qui vont se dire, bon, ben, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de chercher du Ouais, boulot, et voilà, et qui vont un peu profiter du système. Mais non, ici, c'est gratuit. Et alors, ce qui était chouette aussi et qui m'intéressait, vu que moi, à la base, je voulais aussi lancer mon activité de vidéaste, sauf que le matériel de vidéo, ça coûte très très cher. Ce qui était chouette, c'est que la couveuse faisait une avance jusqu'à 5 000 euros pour t'aider à te lancer. d'accord. Donc moi, j'ai eu une avance de 4 000 aides pour acheter tout mon matériel vidéo, malheureusement que je n'utilise pas, vu que j'ai mis de côté. Mais l'idée, c'est que voilà, après, tu gères ton activité, tu gagnes de l'argent et tu rembourses petit à petit cette avance que la couveuse te fait. Par contre, si au bout de la fin de période de test, tu t'es complètement foiré, ton activité n'a pas décollé, tu n'es pas obligé de rembourser ces 5 000 euros. Donc, c'est 5 000 euros perdus pour eux, malheureusement. Et c'est pour ça aussi qu'ils font tout un jury d'entrée pour être sûr que la personne est sérieuse et qu'elle est vraiment là pour devenir entrepreneur et pour mettre tout ce qu'il faut pour y aller. Mais donc ça, c'était un point vachement positif aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce financier pour achat de matériel ou quoi, ou achat de logiciel. Donc
Donc ça, c'était pas mal. Ouais, mais c'est là qu'on voit encore une fois toute l'importance d'être accompagné, de ne pas rester seul Mhm. parce que je pense que ça peut nous faire prendre des bons incroyables alors que si on, tu vois, tout seul dans notre coin, il n'y a personne qui nous aide, on se forme pas, on n'a personne pour nous aider, on Mhm. avance beaucoup plus doucement et puis il y a peut-être des moments où on abandonnerait alors que si on était accompagné, bah, on n'abandonnerait pas quoi. Ah ouais, non, mais ça, je suis 100% d'accord. Et moi, c'est une des premières choses, d'ailleurs, tu parles de formation, mais c'est une des premières choses que j'ai fait quand je me suis lancée en couveuse. Je me suis dit, ben, j'investis directement dans une formation sur le business parce que pour le moment, je suis nulle part, je sais pas trop vers où je dois aller. Et j'ai toujours eu cette envie d'avancer rapidement. Mm. J'aime bien, comme on disait tout à l'heure, ne pas faire du surplace, j'aime bien avancer. Et du coup, je me suis dit, ben, il faut que je me forme. Donc, j'ai pris une formation. Puis j'ai enchaîné avec d'autres formations. Ici, dernièrement, j'ai pris un coaching qui m'a coûté, ça va en choquer, mais qui m'a coûté presque 8 000 euros. Mais Eh, c'est parce que, eh. ouais, ouais, mais c'est parce que je suis vraiment dans cette optique aussi de me dire, ben, c'est en investissant, c'est en me faisant accompagner, en me faisant former que je vais avancer efficacement et que voilà, je vais atteindre les objectifs que je me fixe, quoi. Ça, Ouais. je suis 100% convaincue par ça. Mais parce que tu vois, avant d'investir, c'est vrai qu'on peut avoir le frein de se dire, bah, je vais donner quand même une grosse somme d'argent. Mhm. Euh, qu'est-ce qui me garantit en fait que je vais avoir le retour, que je vais gagner plus en fait en soi. Faut voir ça financièrement. Quand on gère notre argent, on se dit bon Mhm. bah j'investis tant, il faut que dans tous les cas je récupère un minimum, au moins ça ou voire plus quoi. Enfin, l'objectif c'est de Ouais, récupérer plus. Mais je suis trop contente de justement de t'avoir toi dans le podcast ou d'avoir d'autres personnes qui m'en parlent parce que c'est super précieux d'avoir des expériences de personnes qui ont investi et qui ont récupéré beaucoup plus, que ça soit financièrement, en termes d'expérience, en termes de tout, de confiance, de tout, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est sûr que c'est une peur, mais même moi, je l'ai eu. La première formation que j'ai prise, elle était à 1 500 euros. C'était la première fois que je dépensais autant pour quelque chose qui n'était pas des vêtements ou quoi. Quelque chose allez, que tu n'as même pas dans les mains, vu que c'est une formation, voilà, c'est digital. Et première fois de ma vie que je faisais ça, je te cache pas que la boule d'adrénaline, je l'ai eue au moment de sortir ma carte et de payer. Mm. J'étais pas bien, j'avais des petites sueurs froides, mais je me disais, c'est une formation, j'ai lu les retours, etc. Je sais que la qualité, elle est là. Après, c'est aussi à moi de faire le boulot, tu vois. C'est à moi de mettre en application ce que je vais apprendre, c'est à moi d'y aller à fond et de m'investir dans cette formation. Et ben, si on fait ça, pour moi, c'est inévitable. Les résultats, ils sont à la clé, ils sont là. Donc, c'est une peur qu'on peut avoir, certes, mais il faut arriver à dépasser cette peur en se disant, ben, si je paye autant pour une formation, c'est que d'un autre côté, moi, je suis prête à m'investir aussi à 100% là-dedans. Et à partir du moment où on s'investit dans les choses, ça va, quoi. C'est bon, on est sur la bonne route. Ouais, exactement. J'ai une petite question. Tu as déjà été déçue d'une formation dans laquelle tu as investi? Une fois, ouais, Ok. je vais pas dire c'est laquelle, mais, Non, non, on n'est pas là pour mais ça. une fois, oui, oui, c'est ça. Mais c'était pas très, très cher, donc ça va. Je me suis dit, j'ai pas dépensé des milliers d'euros dedans, c'était Ouais, juste une centaine d'euros. Allez, je pense que c'était un peu moins de 200 euros. Mais, euh, mais ouais, en fait, on va dire, je suis restée sur ma faim. ouais. C'était bien, mais c'était pas waouh, tu t'es. Ok. J'ai quand même appris des choses, mais je suis quand même restée sur ma faim. Je me suis dit, bon, prochaine Mm. fois, je lirai encore plus les avis, etc. Et il ne faut Ouais. pas hésiter de toute façon à faire ça. Je pense à questionner aussi les gens qui sont passés par d'autres formations avant nous, voir c'est quoi leur ressenti par rapport à la formation, est-ce que ça les a aidés ou pas. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des entrepreneurs qui montrent tous les bons, les bons résultats, les bons retours d'une formation, mais peut-être que la formation n'a pas été comme ça pour toutes les personnes qui l'ont prise. Enfin, je sais pas. Il faut pas hésiter à se renseigner, à questionner les entrepreneurs qui les font aussi, à leur poser toutes les questions qui Ouais. nous traversent l'esprit, parce que l'air de rien, c'est des investissements aussi. Enfin, je veux dire, j'adore investir, etc. Mais je fais pas ça non plus les yeux fermés. Je sélectionne quand même les formations dans lesquelles je vais et je n'achète pas la première pub Facebook que je vois passer dans mon feed d'actualité, quoi. Ouais, mais carrément, c'est ça, il faut quand même être renseigné. J'avais appris quelque chose dans un livre sur l'argent et c'était un investisseur canadien qui disait prenez autant de temps à vous renseigner sur ce que vous allez investir que de temps que vous avez pris à gagner cet argent-là.
Tu vois, Mhm. genre, faut être prêt à investir de l'argent, mais il faut être prêt à se renseigner, à pas faire sur des coups de tête et à se dire, bon, ben là, je sais vraiment que ça va me rapporter, je sais vraiment que c'est quelqu'un de bien, mais quelque chose de bien, et que ça va être bénéfique, quoi. Mais de se renseigner, parce que moi, c'est quelque chose avant, même pour dépenser beaucoup d'argent, mais des fois, j'allais le faire sur des coups de tête. J'allais me dire, oui, oui, mais je veux le faire, tu sais, c'est un peu la douleur de ne pas acheter sur le moment, que ça Ouais. soit 50, 300 ou 500 euros. Tu veux le faire sur le moment, tu fermes un peu les yeux, tu dis non, mais c'est sûr, ça va être bien. Puis après, des fois, tu t'es déçu Il y parce a pas de... que ouais, t'as été un peu sur l'émotionnel, quoi. Puis t'as claqué des centaines d'euros et après, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Mais Non, non, c'est vrai, ça sent le vécu. ouais, ah non, mais oui, bah tu vois, je le dis tout le temps, mais le nom Madame Fauché ne vient pas de rien, hein, quand même. Mais bon, voilà, heureusement, aujourd'hui, je suis plus réfléchie quand même. Tant mieux. C'est important. Et alors, je voulais revenir sur la couveuse. Alors moi, j'ai cette petite idée reçue où je me poserais cette question-là avant de rentrer dans une couveuse. Pour moi, tu Mhm. vois, une couveuse, ça a un côté assez local, peut-être avec des entreprises qui sont peut-être tout sauf dans le digital. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue un petit peu dans une couveuse près de chez moi. Et du coup, Mhm. je me demande comment est-ce que ton projet dans le digital, sur le coaching Instagram, a été reçu par les personnes qui étaient dans la couveuse. Est-ce que c'est des personnes qui étaient sensibles déjà à ce domaine-là? Parce qu'on est quand même sur un domaine qui est assez récent. Mhm. Ou voilà, je voudrais savoir un petit peu comment ça a été reçu et si les personnes ont cru en ton projet de façon, comment dire, pas biaisé, tu vois, Ouais, tu vois, ouais, si c'est ouais. des personnes de plus de 50 ans, moi, voilà, c'est une idée reçue. Là, vraiment, je fais des globalités. Mais quand je parle de ce que je fais à des personnes de plus de 50 ans, ils vont dire, ouais, mais ton truc là, Instagram, tu fais quoi? Tu te filmes et puis après, les gens, ils viennent s'abonner à toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment, Ouais. je suis curieuse de savoir ton expérience par rapport à ça. Euh, Ça me fait rire si tu me parce que c'est vraiment ça. Ici, j'ai encore eu le cas hier, une dame, je sais même plus d'où elle vient cette madame, mais qui me disait, mais tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis coach Instagram, mais j'adore dire ça maintenant parce que la tête des gens c'est précieux, quoi, ça vaut de l'or. Oh, j'adore, j'adore. Mais donc pour revenir à ta question, alors dans la couveuse où je suis, toutes les conseillères sont super jeunes, donc trop Ok, bien. ouais. Elles ont toutes, ouais, elles sont dans la trentaine, quelque chose comme ça. Donc ça ne les a pas choquées. Et puis moi, je suis arrivée, je rappelle, avec deux activités à la base, la vidéo et le coaching. Et donc déjà, il y avait le côté vidéo, je pense qu'il peut-être les rassurer un petit peu. Et puis, j'étais pas venue comme coach Instagram à l'époque, je venais comme coach en réseaux sociaux. Et je pense que voilà, elles se rendent compte qu'il y a un besoin à ce niveau-là, de par les porteurs de projets qu'elles suivent, où elles les poussent à utiliser justement les réseaux sociaux pour se faire connaître, etc. Mm. Donc, une nana qui vient, qui dit, ben moi je suis coach en réseaux sociaux pour les entrepreneurs, ben, même en fait, elle me conseillait à leurs porteurs de projets, tu vois, qu'elle suivait Ah aussi à ouais, côté. ok. Donc oui, ça a été bien pris. Puis il y a une autre fille aussi qui est rentrée en même temps que moi en couveuse qui elle faisait de la gestion de réseaux sociaux pour l'Oreca. Enfin, donc il y avait déjà, je pense qu'elles ont déjà eu des projets de ce style-là. Et en tout cas, dans la couveuse où j'étais, je n'ai pas eu du tout de soucis à ce niveau-là. Justement, elles sont à fond derrière moi. elles Ouais. me, elles me conseillent et tout à leur nouveau porteur de projet. Donc oui, non, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci en tout cas. Ok, bah, c'est trop top. Non, mais c'est vrai que je me posais cette question-là parce que une fois, je t'avais vu, je crois, sur un live et tu parlais de cette couveuse. Et je me suis dit, parce que moi, j'ai eu l'expérience dans une autre couveuse où vraiment, c'était pas du tout la même dynamique, on va dire. Et du coup, je me suis dit, mais je sais pas comment les gens ont dû prendre son projet. Et puis, je me suis dit, en plus, ce qu'il y a, c'est quand tu vas dans un endroit pour qu'on t'aide et si on te démonte ton projet au bout de 3 secondes et Ouais, demie,
Tu vois, t'as beau avoir tout l'aplomb que tu veux, c'est un peu dur après de rentrer chez toi et de te dire je vais continuer toute seule, alors que des entrepreneurs d'une couveuse qui ont de l'expérience te disent non mais ton projet, j'y crois pas du tout, quoi, tu vois. Ouais, non, mais de toute façon, je pense pas ils sont pas là pour ça, tu vois. S'ils Ouais, sentent pas le projet, ils vont simplement te demander de faire une étude de marché pour que les faits démontrent que, ben non, ça fonctionnera pas quelque part ouais. ou c'est quelque chose de vraiment trop spécial, tu le verras dans ton étude de marché. Mais ici, d'ailleurs, eux, ils font des formations qui nous proposaient gratuitement pour nous aider à nous former à l'entrepreneuriat. Et dans ces formations, il y avait des formations réseaux sociaux et tout ça. Donc, ils sont, je pense, dans une dynamique de, Mm. ben voilà, on est en accord avec notre temps et les réseaux sociaux font partie intégrante du développement d'un business aujourd'hui. Donc, ils étaient totalement ouverts au projet que je leur ai présenté. Ouais, bon trop bien. Bon, Mhm. c'était une petite digression, on n'était pas forcément dans le domaine de l'argent, mais je me devais te poser cette question. Bien fait, t'as bien Bon, alors du coup, quand tu as démarré, quand tu as démarré dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as dû te dire, là, j'ai une gestion de mon argent qui est telle, est-ce que je dois la changer, est-ce que je dois changer mon état d'esprit? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as vu une transition financière, on va dire, ou c'est quelque chose que tu n'as pas eu forcément besoin parce que tu avais déjà des bonnes habitudes ou que tu savais déjà comment t'organiser pour ce changement qui était quand même assez important? fait. Beh, déjà vraiment au niveau de la gestion financière, du coup, je m'en suis pas trop occupée vu que tout l'argent que je gagnais, je ne le touchais pas. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas touché quelque part vu que je sors de la couveuse seulement le 1er juillet. Ouais. Donc la seule chose que j'avais à gérer, c'était mon salaire que je recevais et ça, j'ai pas dû changer mes habitudes parce que, je suis restée dans le même appart où je suis là maintenant. Donc voilà, entre mon job de salarié et lorsque j'ai débuté en couveuse, ma situation, je veux dire, c'était la même. Je recevais plus ou moins le même montant chaque mois. Et j'avais déjà mon organisation, mon salaire. Je savais ce que je pouvais dépenser en fringues, je savais ce que je pouvais dépenser pour me faire plaisir au resto, etc. Puis j'avoue que le Covid a bien aidé aussi. Hein, on va pas Ouais. se mentir, ça a fait faire des économies, donc c'était pas mal non plus. Par contre, là où j'ai vu une vraie différence, c'est au niveau du mindset par rapport à l'argent. Ok. Là, j'ai vraiment vu une transition et enfin, c'est super drôle, mais je vais te raconter cette petite anecdote, mais c'est parce que ça me fait sourire chaque fois que j'y repense. En fait, quand j'ai quitté mon job de salarié, que j'ai dit à ma directrice que je voulais pas renouveler mon contrat, on a fait une petite fête pour mon départ entre collègues. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font chaque fois une petite carte cadeau Ouais. dans un magasin que la personne aime pour dire voilà, petit cadeau de revoir. Et moi, j'avais parlé à une de mes collègues, je lui avais dit que pour le moment, j'adorais aller dans les librairies, que c'était vraiment mon truc. J'achetais vraiment des livres sur tout et n'importe quoi. Je pense que j'ai des livres de vétérinaire, j'ai des livres sur la physique quantique, j'ai des livres enfin vraiment tout et n'importe quoi. Et je disais, pour le moment, c'est mon kiff, c'est d'aller en librairie et d'acheter des livres sur des sujets que je connais pas forcément et sur lesquels j'ai envie d'approfondir un peu plus les choses. Et du coup, elle a dit ça à ma directrice. Donc, j'ai reçu une carte cadeau de 20 euros, je pense que c'était, pour aller dans une librairie. Ouais. Et donc, ni une ni deux, je prends ma petite carte cadeau. Je vais à la librairie et je commence à flâner un peu dans les rayons. Je passe d'un sujet à l'autre. Cuisine, jardinage, voyage, vraiment tout développement personnel. Je passais dans tous les sens. Et puis, à un moment, j'arrive devant le rayon marketing, économie, etc. Et là, ça me fait trop rire. Mais là, j'ai un livre, je rigole pas, qui me tombe sur la tête. Sérieux? Donc, ouais, j'ai un livre qui me tombe sur la tête et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'attaque là? C'est quoi ça? Et donc, je ramasse le livre en question et quand je l'attrape dans mes mains, je lis le titre et je pense que je t'en ai déjà parlé à toi, mais pour la petite histoire, donc je lis le titre et le titre c'est Tu vas t'en mettre plein les poches. Ah oui, oui, je me souviens que tu Alors avais moi, parlé de ce livre. je me dis, ok, génial, oui, je vais m'en mettre plein les poches, super. Et puis, du coup, je suis quand même interpellée par ce livre qui me tombe dessus. Je regarde la 4e de couverture. Je vois qu'en effet, ça parle d'argent. Donc, c'est de Jen Sincero. Hein. Je vois que ça parle d'argent. Je vois que derrière, elle dit on va éclater vos pensées limitantes. On va faire en sorte que vous vous déchiriez tout. Et on va vous autoriser à devenir riche. Enfin, à vous apprendre à vous autoriser à devenir riche. Et je sais pas pourquoi, à l'époque, j'étais pas plus dans les livres de finance ni rien. Vraiment, je te disais, je passais d'un sujet à l'autre. Et puis, je me dis, bon, le livre, il coûte 7 balles.
pour devenir riche, ça me paraît être un bon investissement. Ouais, ça va, il y a pire, quoi. Non, 7 ça va, euros, ça va. Il te reste donc en plus des sous sur ta carte cadeau en plus. ah mais ouais, voilà, tu vois, donc, je l'ai acheté parmi d'autres livres et tout, mais vraiment, je crois que ça m'avait fait rire en plus qu'il me tombe dessus. Je me suis dit, bon, ben voilà, il voulait se montrer, c'était le dernier en plus qui avait de cet exemplaire-là. Et donc, je l'achète, je le prends. Et je commence à le lire à la maison parce qu'il m'intrigue vraiment. Et en quelques jours à peine, je le finis. Parce que enfin, je sais pas, j'ai une révélation avec ce livre, j'ai un vrai coup de cœur. Et en fait, c'est un livre qui parle justement de tout le mindset autour de l'argent. Et la manière déjà dont l'auteur aborde, aborde l'argent, la manière dont elle l'écrit, je trouvais ça génial. Genre parfois elle nous insulte en plein milieu du livre, je suis là mais ouais, mais elle est sauvage, enfin j'adore. Doucement, je suis pas venue ici pour souffrir. Ah mais elle me faisait trop rire déjà dans sa manière de parler, en mode vraiment, elle nous donne des petits coups de pied au cul, tu vois. Ouais. Et puis, et tout ce qu'elle disait, je buvais ses paroles, je me dis mais comment est-ce que j'ai pas vu l'argent de cette manière avant? Comment c'est possible de jamais avoir pris en compte l'argent de ce point de vue avant? Et c'est vraiment à partir de ce livre, en fait, que dans ma tête, il y a eu un changement énorme au niveau point de vue financier, point de vue sur l'argent. J'ai plus la phrase de ma maman, l'argent ne tombe pas du ciel, elle s'est transformée en non, l'argent en fait il tombe du ciel, tu vois. Donc Ouais. vraiment ça m'a ouvert à une autre, un autre type d'énergie, une autre dynamique au niveau de l'argent. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin en fait pour débuter dans l'entrepreneuriat. Parce que j'étais plus dans une dynamique de l'argent est une ressource limitée, mais à l'inverse, je me disais, ben non, l'argent, c'est pas une ressource limitée, c'est illimité, voilà, très dans l'abondance. En plus, ça mélange un peu avec la loi de l'attraction, et moi, c'est un truc qui me fascine. Ouais. Tout ce qui est loi de l'attraction, ça me fascine de ouf, et j'ai commencé à mettre ça en application dès mes débuts dans l'entrepreneuriat. Et j'ai vu que ça fonctionnait en fait. Et du coup, ce livre, c'est devenu le livre que je conseille au plus de personnes autour de moi. C'est le livre que je lis, je l'ai déjà relu 2, 3 fois. C'est mon livre de chevet en fait. Et je trouve ça trop drôle que quelque part, ce soit mon job de salarié qui me l'ait offert, Ah tu vois. ouais, ah oui. Non, mais c'est ultra symbolique en fait. C'est vraiment, C'est tiens, la passation. T'arrives dans c'est une librairie, tu te fais assommer par le livre qui te change complètement. Moi, je dirais qu'il y a pas de hasard. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est une symbolique énorme. Et je me suis dit, c'est comme si mon job de salarié m'offrait les clés pour réussir dans mon job d'entrepreneur. Et je trouvais ça, enfin, c'est juste fou, quoi. Du coup, j'adore cette anecdote parce que je la trouve incroyable, en fait. Et depuis que j'ai lu ce livre, ouais, j'ai une vision totalement, mais totalement différente de l'argent. En fait, j'ai plus aucun tabou sur l'argent. Ouais. L'argent n'est plus quelque chose dont j'ai pas trop envie de parler. Ou d'ailleurs, la preuve, je suis là à parler d'argent aujourd'hui avec toi dans ce Ouais. podcast. Mais il y a plus ce côté, non, faut pas trop parler d'argent, ou l'argent c'est quelque chose qui pousse pas sur les arbres, attention, il faut travailler super dur pour avoir de l'argent. Enfin, je suis plus du tout là-dedans et pour ça, ben, enfin, merci Madame Jen Sincero parce que votre livre il est incroyable. Ouais. Et comme quoi, il y a des gens qui nous changent la vie et ils s'en rendent même pas compte. Enfin, je pense qu'ils le savent en écrivant des livres, mais tu te dis, c'est fou. Et du coup, dans ton entreprise, comment tu l'as appliqué? Comment ça t'a aidé vraiment concrètement à ce niveau-là? Ben déjà justement me dire que il faut pas se dire que l'argent c'est quelque chose qui est difficile à gagner. Ça a été la première pensée que j'ai un peu retravaillée. En fait, c'est vraiment ça. J'ai retravaillé mes pensées limitantes, etc. J'ai retravaillé ma façon de m'exprimer aussi, de dire que l'argent ne tombe pas du ciel. Ben si, l'argent tombe du ciel. J'ai vraiment travaillé tout ça. Et je me suis rendu compte en fait que l'argent, quelque part, c'était un peu comme une énergie. Voilà, qui vient, qui part, on reçoit de l'argent, on doit payer des factures, on reçoit de l'argent des clients et hop, ça renfle les caisses. Et c'est vraiment ça. Et donc, j'ai pris un peu l'argent comme quelque chose qui va et vient. Et je crois que ça m'a débloqué beaucoup de choses au niveau de mon business en me disant, ben, je suis prête à recevoir de l'argent, c'est bon, je suis open. Cette énergie, elle peut venir. Moi, je vais l'accueillir les bras grands ouverts. Et du coup, je me suis jamais mis la pression au niveau des contrats, au niveau des chiffres d'affaires, etc. Justement, je les ai vraiment pris un peu comme au tout début, mon premier souvenir avec l'argent, où c'était un jeu avec mes grands-parents. Mais ici, l'argent, aujourd'hui,
je le prends aussi un peu comme un jeu, enfin un jeu, je vais m'expliquer, mais plus comme des challenges que je me fixe. Donc je me mets pas la pression, je me dis, bah, tiens, je vais me challenger ce mois-ci, je vais essayer de faire autant de chiffre d'affaires. Et ça, avec le fait que je travaille mes pensées, avec le fait que je travaille mon mindset, je pense que honnêtement, ça a vraiment aidé les choses. Enfin voilà, comme je te dis, je suis très loin de l'attraction, etc. Donc je me dis, ben, si je me projette dans du positif, si je me projette en train d'avoir ce challenge atteint, ben, ça va arriver, tu vois. Et j'ai fait ça le premier mois. Premier mois, je pense que j'ai fait 2500 € de chiffre d'affaires. Je me suis dit, OK, ben, pour le mois d'après, je vais me challenger, je vais viser 5000 € de chiffre d'affaires. Alors pour moi, ça me paraissait juste dingue. Je me suis dit, je sais pas si je vais y arriver ou pas, mais ça me fait kiffer de me dire, je me challenge et tout, et hop, on verra comment ça se passe. Vraiment, je rentre dans un jeu. J'ai atteint les 5000, donc je me dis, ok, génial. Ben, prochain, ça va être 10 000. Hop, je me challenge pour 10 000. J'ai atteint les 10 000. Bon, ben, super. Prochain challenge, on va dire 20 000, etc. Et aujourd'hui, mon prochain challenge, c'est les 30 000. Et je sais que, ben, voilà, c'est un petit jeu. Je vais me dire, ok, génial, c'est parti. En route pour les 30 000. Mais voilà, je me mets, je sais pas, Jane Sincero, à ce niveau-là, elle m'a aidé à prendre l'argent plus comme quelque chose, comme une source de stress ou de mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour, ou c'est limité, blablabla. Non, c'est en mode, ben, ok, je vais me challenger, ça va être cool, c'est positif en fait, tout ça. C'est chouette. C'est génial. J'adore en fait ta décontraction par rapport au challenge que tu te mets en fait. Moi, ça c'est quelque chose que j'aimerais garder de toi après cette conversation. C'est la décontraction de se dire, allez, prochain challenge, vas-y, on va le faire, ça va être trop cool, tu vois. Moi, par contre, ça c'est un truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est de me dire, moi, mes challenges me font peur, tu vois. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, je pense qu'après, je vais commander ce livre-là. Mais, Ah ouais, trop bien. ah ouais, mais en plus, on en avait parlé la dernière fois, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement de livres dans ma liste de lecture. Je crois qu'il me faudrait déjà à peu près 4-5 ans pour tous les lire si j'en lis que un par mois. Mais je te rassure, je suis exactement pareil. J'ai ma librairie. Non, tu vois, je l'appelle carrément une librairie. J'ai ma bibliothèque derrière moi qui est pleine à craquer. Et il y a plein de livres que j'ai pas finis. Je les commence tous en même temps et puis je les finis pas. Mais celui-là, elle m'a vraiment happée dedans. En plus, à la fin de chaque chapitre, tu as des petits exercices à mettre en place, tu vois. Et rien que ça, c'est gai. Et tu te dis, ok, t'es vraiment investi dans ta lecture. Mais non, si tu l'as pas encore lu, il faut que tu... Non, juste après notre podcast, Laura, tu vas le commander. Ouais, grave. Ouais. En plus, j'en ai 2-3 commandés que je veux vraiment, vraiment prendre. Donc, ça sera fait. Mais du coup, je suis curieuse de savoir... donc ça, les premiers challenges que tu t'es mis, en termes de timing, c'était quand? C'était au début de l'année quand tu as commencé à avoir tes premiers revenus, du coup? Ouais, ben, je m'étais challengé les 5000 € pour le mois de janvier. Et donc, tu as eu cette évolution-là depuis début 2021, quoi. C'est ça. Donc, janvier, j'ai fait 5000. Février, j'ai fait 10 000. Puis, j'ai eu mon coaching de groupe. Donc là, j'ai facturé un peu moins. Et ici, au mois de juin, j'ai contracté pour être précis, j'ai contracté pour 26 600 €. Donc, c'est le palier que j'ai atteint pour le mois de juin. C'est ça que je dis, mon premier challenge, là, c'est les 30 000. Au top, franchement, trop, trop inspirant. Du coup, j'en ai oublié ma prochaine question. Tu m'as bouche bée. Oui, ça y est, ça me revient. Quand tu vois ces évolutions-là, quand tu planifies ou tu te dis, bon, bah, c'est mon prochain objectif, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu dis, je dois créer d'autres services ou tu essayes d'améliorer le service que tu proposes ou de le proposer à plus de monde? Comment tu vois cette évolution et comment tu la crées en fait concrètement, cette évolution-là? Ouais, en fait, j'optimise à tout point de vue parce que c'est vrai que l'idée, c'est pas de se dire, tiens, je vais faire 30 000 le mois prochain, donc je vais vendre des offres à 5 000 €, mais en fait, elles en valent 1 500. Ça, c'est pas du tout mon but. Ouais. Donc, ce qui est cool, en fait, dans le fait que je me challenge au niveau de mon chiffre d'affaires, c'est que ça me challenge aussi dans la qualité de mes offres, vu que je veux vraiment pouvoir aller proposer des offres qui soient hyper qualitatives et qui valent leur prix. Ben, chaque fois, je me challenge aussi, je me remets souvent en question, je me remets souvent, tiens, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus dans telle formation, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour apporter encore plus de valeur pour que ça se vale en fait à chaque fois. Et
c'est vrai que du coup, me challenger dans mon chiffre d'affaires, ça me permet de monter en qualité dans mes offres et dans mes services et de réfléchir aussi à comment est-ce que je peux optimiser ces formules. Vu que l'idée, c'est pas de créer des nouvelles offres tous les 2 mois, pas du tout, parce que sinon je m'en sortirais plus, mais de simplement améliorer les offres que j'ai déjà en ce moment. Donc, effectivement, à la base, je faisais que du coaching individuel quand j'étais justement à 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, OK, mais pour passer aux 10 000 euros de chiffre d'affaires, il va falloir que je repense peut-être mon business plan parce que juste avec des coachings individuels, ce ne sera pas possible, à moins de prendre plein de personnes en même temps, mais du coup, de consacrer moins de temps. Je veux dire, plein de coachings individuels en même temps, mais du coup, de ne pas être autant à fond dans les coachings individuels de chacun et du coup, que ce soit pas correct pour les personnes qui prennent mes services. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, mais comment est-ce que je peux allier ce chiffre d'affaires avec des formules qualitatives et qui vont vraiment apporter énormément aux gens qui feront appel à moi. Mais c'est comme ça que j'ai pensé au coaching de groupe. Je me dis, ben voilà, parfait. Je fais une super formation hyper complète, hyper qualitative que je vais proposer à plusieurs personnes. Et ceux qui veulent un coaching en plus individuel, ben, ils paieront un petit peu plus cher que la formule de base, entre guillemets, la formule de coaching de groupe. Et donc, tu vois, chaque fois, je réfléchis, je me dis, OK, ben, comment est-ce que je peux améliorer telle formule pour que ça vale le prix que je vais lui donner, etc. Donc, au final, c'est très bien pour mon business, en fait. C'est très bien parce que j'améliore le tout, continuellement, tout le temps. Ok. C'est très, très intéressant, très inspirant. Et puis, comme quoi, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc oui, c'est top, quoi. Et c'est vrai que ça va bien. Ça fonctionne bien. Ça a été quoi ton plus gros challenge financier ou même, je suis curieuse de le savoir, entrepreneurial ou même personnel, depuis que tu as commencé cette aventure-là? Alors, financier, du coup, on revient toujours au fait que pour le moment, je ne touche pas l'argent que je gagne, donc j'ai pas de souci par exemple, je claque tous les sous que je gagne dans tout et n'importe quoi. Là, j'ai mon petit salaire qui arrive chaque mois et c'est très bien comme ça. Par contre, challenge entrepreneurial, ça a beaucoup été justement le fait de connaître mes limites et d'apprendre à les respecter. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je sais, c'est mon plus gros souci, entre guillemets, c'est que je veux toujours aller au-delà, je veux toujours faire plus, je veux toujours donner plus et au final, parfois, je ne m'écoute pas forcément. Et donc, c'est arrivé que, par exemple, je me bloque le cou ou alors j'ai mon dos qui me dit merde ou il y a des choses comme ça où en fait mon corps me rattrape et me dit bon, stop maintenant. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un de mes plus gros challenges, c'est de me dire Manon, calmeuse, détends-toi un petit peu, on arrête, on se pose 5 minutes et on prend un peu de temps pour soi. Ça, je veux dire, c'est mon plus gros challenge actuellement. Mais je réfléchis à des solutions. Je me dis, par exemple, pourquoi pas, une fois que je serai hors couveuse, engager des personnes pour déléguer certaines tâches, etc. Donc voilà, je réfléchis à des solutions, mais je sais que ça, c'est mon challenge actuel. Et alors, au niveau financier, je pense que je saurai répondre à cette question une fois que je serai sortie de couveuse. Où là, je vais devoir vraiment m'occuper de toute cette somme d'argent qui va arriver. Heureusement, j'ai une super comptable avec moi qui, je pense, va bien m'épauler et que je vais appeler tous les 2 jours parce que j'aurai 1 milliard de questions. Mais voilà, ça, ce sera la solution. Ce sera de me faire bien accompagner aussi à ce niveau-là. Voilà, moi, je sais que la compta, c'est pas mon fort du tout. Donc, je vais mettre le prix. Je vais avoir une comptable qui va me suivre et qui va être là pour m'aider à gérer tout ça. Mais ouais, sinon... Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi. Et alors, chose qui, je pense, va m'aider aussi, moi, j'avais peur, en fait, qu'en sortant de couveuse, me retrouver avec tout mon bénéfice d'un coup, ça me déstabilise et je suis un peu perdue par rapport à ça. J'en ai discuté justement avec ma comptable qui m'a dit que ce qu'on ferait probablement à ma sortie de couveuse, c'est de me mettre directement en société. Comme ça, l'argent, c'est l'argent de ma société. Et moi, je continue à me verser un salaire comme je fais là pour le moment. Enfin, comme j'ai le chômage pour le moment qui est mon petit salaire, là, ce sera la continuité et ça ne changera pas trop mes habitudes. Et ça, je pense que ça va me faire du bien, tu vois. Parce que là, en ce moment, je ressens pas le besoin d'avoir besoin justement plus d'argent dans mon quotidien. Je suis très bien avec le salaire que j'ai là et je me dis, autant passer en société et faire comme ça, me verser un salaire et que je ne puisse pas aller chercher l'argent dans ma société comme je veux, mais rester comme ça pour le moment parce que ça me convient très bien et ça m'évitera peut-être de faire des bêtises, je ne sais pas. On ne le saura pas vu que je ne ferai pas de bêtises. Voilà. I guess we never know. Voilà.
Je vois qu'on a les mêmes refs. Mais non, mais c'est trop bien. Encore une fois, l'avantage d'être accompagné, de prendre le temps de réfléchir à ces choses-là. Et parce qu'en fait, du coup, si je comprends bien, l'argent, ton bénéfice, il va être dans ton entreprise. C'est de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir et monter, scaler et Voilà. améliorer tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'idée, bah, en fait, tu as la possibilité, soit, bah, si tu, déjà, au niveau de la société, c'est plus intéressant parce que tu te fais moins taxer. Et en Belgique, mon Dieu, on est taxé. Bah, l'État nous prend la moitié de ce qu'on gagne. Donc là, Ah je ouais. serais bien contente d'être en société. Mais pour certaines personnes, c'est un désavantage, en fait, de ne pas pouvoir aller chercher ses sous comme ça, comme on veut, comme quand on est personne physique, enfin, indépendant, normal, entre guillemets. Mais moi, non, je pense que justement, ça va m'aider à rester tranquille, ne pas trop Ouais. dépenser et faire en sorte que les sous que je gagne, ils aillent dans ma société grandit et voilà, et oui, qu'après ça puisse me permettre peut-être d'engager des gens, ça puisse me permettre de scaler, ça puisse me permettre d'évoluer aussi au sein de l'entreprise. Donc pour moi, c'est une bonne alternative, en tout cas personnellement, à ma situation personnelle. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est top. C'est top. Je pense que ça donnera beaucoup de très, très bonnes infos aux personnes qui nous écoutent. Ah, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'aimerais te poser comme question, quel est le meilleur conseil que tu as reçu financièrement? Donc que ça soit, je sais pas, ton entourage étant petite ou quand tu as commencé ou même ces derniers temps. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui a vraiment besoin d'un super conseil sur l'argent? Ben, achète le livre, tu vas t'en mettre plein les poches. Franchement, ouais, parce que ce livre est truffé de conseils, donc c'est un des meilleurs conseils que je pourrais dire. Et sinon, pour être dans quelque chose de plus concret que simplement on va acheter un livre. C'est concret aussi, hein. C'est Ouais, concret, se prendre un livre sur la tête aussi, c'est concret. mais allez faire un tour à la librairie et puis regardez s'il n'y a pas des livres qui vous tombent sur la tête. Mais je dirais justement moi, le meilleur conseil que je donnerais, c'est justement de travailler ses pensées limitantes autour de l'argent et d'essayer de se décrocher de tout ce qu'on nous aura appris, enfin, de tout ce qu'on a entendu, appris ou quoi lorsqu'on était plus jeune. Parce que je pense que ça conditionne énormément de personnes. Il suffit que, par exemple, nos parents nous aient dit toute notre vie que l'argent était sale, que les gens qui gagnaient beaucoup, c'était des gens malveillants. Enfin, voilà, parfois, ce genre de choses peut vraiment conditionner une personne et l'empêcher de bien gagner sa vie, même inconsciemment. J'ai déjà vu ça chez certains, voilà, chez certains amis de mes parents, etc., qui toute leur vie ils ont entendu ça, que l'argent c'était pas bien, qu'il fallait pas gagner beaucoup d'argent. Et même si eux disent non, mais je suis pas d'accord avec ça, ben je pense que le travail n'a pas été assez loin et du coup inconsciemment ils se bloquent eux-mêmes. Et donc je pense qu'une des premières choses à faire, c'est vraiment de faire une espèce d'introspection, en fait, de se dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune par rapport à l'argent et comment est-ce que je peux déconstruire tout ça. Mais justement, ça, c'est un des exercices qu'il y a dans le livre et qui était super intéressant, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et je me suis dit, ben, ça valait vraiment la peine parce que ça te permet de repartir à zéro et de te replonger, enfin, ouais, de te mettre dans une nouvelle dynamique par rapport à l'argent, un nouveau point de vue, et ça change tout à tout point de vue. Donc, ouais, en fait, je vais revenir à mon premier conseil. Acheter, tu vas Acheter t'en ce mettre plein livre. les poches, parce il est absolument génial. Bon, je le mettrai en barre d'infos, enfin dans la description plutôt Ouais, pour que les personnes puissent le retrouver. trop Ok. cool. Je vais te proposer un petit jeu made in Madame Fauché. Super. Alors, je vais te demander de choisir entre un chiffre entre 1 et 5. Je vais y arriver. Je te la refais. Je t'avais dit, je vais bégayer, hein. Ça arrive maintenant. Donc, je vais te proposer de choisir un chiffre entre 1 à 5. Et puis, moi, j'ai 5 phrases devant moi. Ce sont des phrases avec des idées reçues. Et puis, tu pourras me donner ton avis, que tu sois pour ou contre, d'accord ou pas d'accord. Je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Ok. Je vais dire le numéro 4. Ok. Alors, c'est l'argent règle tous les problèmes. Pouf, non. No.
Non, non, ça règle pas tous les problèmes. C'est sûr que ça peut aider à régler des problèmes, mais tous, certainement pas. Ben, déjà, voilà, problème de santé. Je veux dire, à un moment, si on a une maladie incurable, bon, je vais dans les extrêmes, hein, mais Ouais. c'est un exemple un peu extrême, mais ça représente. Ou même si on a une peine de cœur, je ne pense pas qu'aller glisser un billet de 500 à notre bien-aimé va le faire revenir pour autant. Enfin, et quoique, ça pourrait arriver chez certains. Mais je veux dire, non, l'argent, non, 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 pour moi, l'argent ne règle pas tous les problèmes. Ça peut être une source de solutions pour beaucoup de choses, mais ça ne règle certainement pas tous les problèmes. Mm. Non. Et du coup, parce qu'en fait, j'en avais noté une autre, et maintenant qu'on a discuté, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Parce que tu Dis-moi. m'as dit que tu avais enlevé le fait d'avoir des tabous sur l'argent, que pour toi, c'était important d'en parler. Ouais. Tu penses quoi du fait qu'on ne doit pas partager le montant de ses revenus? Ah, mais je trouve ça tellement débile. Je pense que, je pense que tu l'auras bien compris. Mais ici, genre, je te dis tous mes chiffres d'affaires, mais j'en ai rien à faire parce qu'en soi, justement, et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'admire énormément la culture américaine, mais pour moi, c'est tellement motivant de voir, par exemple, d'autres entrepreneurs dire, ben voilà, ce mois-ci, j'ai fait, je sais pas, moi, j'ai fait 100 000 euros. Mais moi, ça me donne juste envie de me dire, waouh, Ouais. comment est-ce que je peux faire pour arriver à ça? Mais vraiment. Donc, moi, je suis vraiment partisane de si on me demande mes revenus, mais j'ai aucun problème à le dire parce que si ça peut motiver la personne en face, tant mieux. Si par contre ça la frustre ou ça la freine ou quoi, ben justement, c'est que peut-être au niveau des pensées limitantes, il y a des choses à travailler. Donc, c'est positif quelque part. Ça veut dire qu'on on peut peut-être faire une petite introspection là-dessus. Mais ah non, moi, je suis carrément enfin, contre les tabous de l'argent parce que je trouve ça tellement inspirant en fait aussi de voir que des personnes parfois qui partent de rien arrivent à autant, ou même des personnes qui ont déjà un bon bagage mais arrivent aussi à se construire un empire. Moi, c'est juste source de, enfin, c'est moteur pour moi. C'est vraiment moteur et enfin, j'adore. Donc, ouais, non, il faut pas se dire non, je vais pas dire mes revenus parce que j'ai trop peur de quoi. Non, non, on s'en fiche. Ça peut inspirer des gens et ça peut motiver des gens à se dépasser. Donc, autant le faire. Et ceux qui sont pas contents, ils n'ont qu'à se boucher les oreilles. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est là, quand on voit le mindset qu'on a avec l'argent, si quand on partage des super revenus, des super infos au niveau de nos finances, si on voit Mhm. la réaction qui est un peu négative, on se dit, bon, bah là, il y a des choses à travailler. Et Ouais, si on voit quelqu'un qui nous dit, waouh, mais trop bien et tout, c'est génial, bah là, tu te dis qu'il y a un bon mindset, en fait, mais derrière ça, ça. mais les personnes qui ont ça, qui vont se dire génial, etc., tu sais qu'elles vont arriver. Enfin, pour moi, c'est certain elles vont arriver à pareil, quoi. Parce Mm. qu'elles sont déjà dans une dynamique de trop cool, c'est trop bien. Ok, ben, je vais chercher comment faire moi aussi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Top. On arrive aux questions de la fin. Franchement, c'est passé super vite. Mais oui, j'en Ouais. reviens pas. Moi, je Grave. suis là avec mon petit thé. Non, j'ai pas de thé parce qu'il fait trop chaud, mais Ouais, limite, tu vois, avec mes petits biscuits. grave. Tellement. Je voulais te demander, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Qu'est-ce qui t'aide chaque jour à te lever, à te dire, ah, vas-y, je vais casser des baraques? Sans hésitation, les personnes que je coach. Parce que je suis hyper inspirée de manière générale par les entrepreneurs. Je trouve ça hyper inspirant, les gens qui ont décidé de se dire, ben, moi, je veux pas un CDI, je veux vivre de ce que j'aime. Et c'est vraiment, je pense, le truc dans la vie qui m'inspire le plus. Et du coup, le fait de pouvoir coacher des personnes qui sont entrepreneurs, parfois j'entends des récits, j'entends des histoires qui me donnent juste la chair de poule et je me dis, mais waouh! Et le fait de me dire que je peux les aider et que je peux contribuer à leur aventure entrepreneuriale, mais c'est ça qui me donne, ouais, c'est ça qui me donne envie de me lever chaque matin parce que c'est juste, c'est magique, quoi. Donc, ouais, je dirais mes clients. C'est trop chouette. C'est trop chouette. Qui est-ce que tu aimerais voir, ou plutôt entendre, surtout, parce qu'on est sur un podcast, dans un prochain épisode pour parler de la thématique de l'argent? Ben écoute, je dirais bien un de mes mentors pour le moment qui s'appelle Julien Musy et qui est Ok, du coup le fameux coach à qui j'ai pris la formation à 8 000 euros. ok. Julien Musy, c'est un entrepreneur français du coup qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça et qui est déjà en train de, je pense qu'il a fait
alors j'ai pas envie de dire de bêtises. Non, je vais pas dire de chiffres parce que je suis pas sûre, Ouais. mais il a fait plusieurs millions déjà, Ah ouais. alors qu'il est encore tout jeune. Et je pense que ça peut être tellement intéressant d'entendre des gens qui en sont à ce stade-là parler d'argent. Je serais tellement curieuse d'entendre. Enfin, je connais déjà parce que comme je l'ai en coaching, on a déjà un peu parlé de ça. Mais je pense que ça peut être super intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a déjà autant de Ouais, ok. revenus sur son compte en banque. Ah ouais, mais carrément. Mais du coup, c'est lui qui te coach. J'ai bien compris. En fait, c'est des coachings, on est plusieurs, mais ce qui est drôle, c'est qu'il m'a engagée pour être la coach Instagram de son programme. Ah, trop Donc, bien. je suis rentrée dans le programme et puis quelques semaines après, il me disait, bah, tiens, ça te dit pas d'être la coach Instagram du programme. Et on a chaque semaine un coaching avec lui qu'on appelle les hot seats. Ok. Là, pareil, on peut discuter de plein de choses. Et non, il est super inspirant. Déjà, au niveau entrepreneurial, c'est quelqu'un de très, très inspirant. Et je pense que ouais, pour un podcast, pour parler money, ça peut être pas mal. Ok, bon, c'est bien noté. Donc, tu m'en veux pas si je le contacte de ta part. Pas du tout. Fais donc. Non, mais trop bien. Ok, super. Alors, du coup, on arrive à la question signature du podcast qui est pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions? Waouh, c'est beau. T'as vu, j'ai travaillé ma question signature. Mettre l'argent au service de ses ambitions. Comme moi, mes ambitions, elles sont toutes professionnelles pratiquement. Ouais. J'ai dit très carriériste. Hein. Moi, mettre l'argent au service de ses ambitions, c'est l'investir. C'est l'investir dans sa société, c'est l'investir dans son entreprise, dans des formations, dans d'autres personnes qui sont plus compétentes que moi et qui pourront m'aider justement à aller vers ses ambitions. Ouais, ça pour moi, c'est la meilleure manière de faire. Au top. J'adore. J'adore et je suis d'accord à 800%. Trop bien. Trop top. Donc, comme tu l'as dit au début, on pourra te retrouver sur Instagram. Je mettrai toutes les infos en description. Oui. Là, en ce moment, tu as des places pour des coachings ou c'est tout full? Là, je suis full de chez full. Par contre, j'ai mon programme de coaching de groupe, donc l'IG Buzz Club, qui reprend mi-septembre ou fin septembre, mais en tout cas en septembre, ça c'est sûr et certain. Et là, il reste encore quelques places. Ok, donc si ça vous intéresse, vous aurez toutes les infos dans la description et je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que moi, déjà à chaque fois que je vois tes posts, je me dis, c'est une tueuse. Je te promets, des fois, je vois tes posts, je me dis, non, mais c'est trop bien. En plus, on a quand même assez les mêmes références. Bon, t'es hyper fan de Friends. Moi, j'aime beaucoup, mais je suis pas aussi fan. Mais par contre, quand tu parles d'Harry Potter, référence Oui. Game of Thrones et tout, Trop bien. c'est génial. J'adore. Donc, je pense que vous pourrez lui faire confiance si vous voulez développer votre Instagram, en tout cas. Si vous voulez apprendre en vous amusant. Exactement. Exactement. Super. Bah écoute, Manon, je te remercie beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir, en tout cas. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'était trop bien et j'en reviens toujours pas de comment c'est passé vite. Ah ouais. Ah mais carrément. Trop cool. Je pense qu'on aurait pu faire un épisode de 2 heures parce que j'avais encore des milliers d'autres questions, mais voilà, après, si c'est 2h30 d'épisode, ça risque de faire un petit peu trop. Un peu beaucoup, oui, c'est plus long qu'un film, tout va bien. Et la longueur de Avatar, ça serait un peu long. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Manon, et puis je te dis à bientôt. Merci à toi encore une fois et à très très vite du coup. À très vite, ciao ciao. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'ai été absolument ravie d'accueillir Manon et d'en apprendre un peu plus sur sa relation avec l'argent. Merci à toi Manon d'avoir répondu présente et d'avoir partagé sans aucun tabou tous tes chiffres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager un maximum pour que plus personne ne pense que l'argent est une ressource limitée. Ouvrons les champs des possibles et soyons prêts à accueillir l'abondance. Pour me soutenir, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis qui me fait toujours plaisir. Sinon, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.